Dans l'air froid et solennel du cimetière du Père-Lachaise, où les tombes de pierre se dressent comme des gardiens silencieux du passé glorieux de la France, une cérémonie funèbre se déroule sous un ciel gris, chargé de chagrin. Le vent, discret mais mordant, fait frissonner les drapeaux tricolores qui ornent le cercueil recouvert d'un linceul bleu, blanc, rouge. Ce cercueil, porté par 6 officiers en uniforme impeccablement repassé, renferme les restes du colonel Julien Moreau, un héros de l'armée française, tombé lors d'une mission de maintien de la paix en Afrique. La foule, composée de militaires, de dignitaires et de proches, se tient dans un silence respectueux, leurs visages marqués par la douleur et l'honneur. Au premier rang, la veuve, Élise Moreau, serre contre elle un drapeau plié, ses larmes tombant comme une pluie douce sur le tissu. Ses mains tremblent, mais son regard reste fixé sur le cercueil, comme si elle cherchait encore à retenir l'âme de son époux. À ses côtés, le général Émile Laurent, un homme d'une stature imposante, se tient droit, ses épaules carrées sous l'uniforme orné de 4 étoiles d'argent. Ses lunettes aviateurs dissimulent ses yeux, mais son visage, taillé comme une statue, trahit une émotion contenue. Julien n'était pas seulement un subordonné pour Émile, il était un frère d'armes, un confident, un homme qui l'avait guidé depuis ses débuts comme jeune recrue jusqu'à devenir un officier décoré. Aujourd'hui, Émile est là pour rendre un dernier hommage, pour saluer une vie dédiée à la patrie. Mais ce moment de recueillement, ce rituel sacré, va bientôt être profané par un acte d'une injustice criante, un acte qui fera trembler les fondations même de l'honneur militaire. Les rangées de soldats, leurs médailles scintillant faiblement sous la lumière pâle, restent immobiles, leurs bottes alignées avec une précision militaire. Parmi eux, la major Claire Dubois, une femme en regard d'acier, observe la scène avec une intensité qui trahit son lien profond avec Julien. Elle a servi sous ses ordres, partagé ses combats, et aujourd'hui, elle est là pour honorer sa mémoire. À quelques pas, le lieutenant Antoine Berger, un jeune officier idéaliste, ajuste nerveusement son képi, ses yeux brillants d'admiration pour Émile Laurent, son mentor. La foule murmure doucement, des prières chuchotées, des souvenirs partagés à voix basse. Mais ce silence fragile est soudain brisé par une voix autoritaire, stridente, qui déchire l'atmosphère comme un coup de tonnerre. À terre. Mains en l'air, tout de suite. Les mots claquent, et un frisson d'incrédulité parcourt l'assemblée. Les têtes se tournent, les regards convergent vers la source de cette intrusion brutale. 2 officiers de police, en uniforme bleu marine, se tiennent à l'orée de la foule, leurs armes dégainées, pointées directement sur le général Émile Laurent. Le plus jeune, l'agent Paul Lefebvre, semble hésitant, ses mains tremblant légèrement autour de son pistolet. Mais l'autre, le sergent René Dubois, sans lien avec Claire, arbore une expression dure, ses yeux plissés par une arrogance évidente. Ses lèvres serrées laissent deviner un homme convaincu de son autorité, aveuglé par un préjugé qu'il ne cherche même pas à dissimuler. Émile ne bouge pas. Son corps reste immobile, comme sculpté dans le marbre, ses mains croisées derrière le dos. La foule retient son souffle. Les soldats, instinctivement, portant leurs mains vers des armes qu'ils ne portent pas en ce jour de deuil. Claire Dubois serre les poings, son visage blême de colère contenue. Antoine Berger, les yeux écarquillés, semble prêt à bondir, mais un regard furtif d'Émile le cloue sur place. Qu'est-ce que vous faites? Demande Émile, sa voix grave et calme, celle d'un leader qui a affronté des champs de bataille et des crises bien plus graves que celle-ci. René avance d'un pas, son arme toujours pointée, son doigt dangereusement proche de la détente. Mains en l'air, j'ai dit. Aboie-t-il, sa voix teintée d'une agressivité qui ne laisse aucun doute sur ses intentions. Émile, impassible, le fixe à travers ses lunettes noires. Vous faites une erreur, dit-il simplement, sa voix basse mais chargée d'une autorité naturelle. René ricane, un sourire méprisant tordant ses lèvres. Une erreur? C'est toi qui fais une erreur en te tenant là où tu n'as rien à faire. Les mots tombent comme une gifle, et un murmure choqué parcourt la foule. Élise Moreau, toujours agrippée au drapeau, lève les yeux, son visage déformé par l'incrédulité. Claire Dubois fait un pas en avant, mais Émile lève légèrement la main, un geste discret mais ferme, lui ordonnant de rester en place. Le cimetière,
ce lieu de mémoire et de respect, semble retenir son souffle. Même les arbres, dont les branches nues s'agitent doucement dans le vent, paraissent figés. René Dubois, inconscient de l'ampleur de son acte, avance encore, son arme tremblant légèrement dans sa main. Je ne le répéterai pas. À terre, maintenant. Mais toi, crie-t-il, sa voix désormais empreinte d'une arrogance qui frise l'hystérie. Paul Lefebvre, l'agent plus jeune, bredouille. Sergent, je ne pense pas que. Mais René l'ignore, ses yeux fixés sur Émile, comme s'il voyait en lui une menace, un intrus, et non un général décoré. Émile exhale lentement, son torse large se soulevant sous son uniforme. Il a survécu à des guerres, à des embuscades, à des explosions. Et pourtant, ici, sur le sol français, lors d'un hommage à un frère d'armes, il est traité comme un criminel. Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Pour la couleur de sa peau. Je vous donne une dernière chance. Dit Émile, sa voix si basse qu'elle semble vibrer dans l'air. Oui. Baissez votre arme. René éclate d'un rire sec, méprisant. C'est moi qui donne les ordres ici, pas toi. Ces mots déclenchent un frisson dans la foule. Claire Dubois, incapable de se contenir plus longtemps, s'avance, ses bottes claquant sur le sol. Yo Gamin, sergent, savez-vous à qui vous parlez? Demande-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. René la fusille du regard. Restez en dehors de ça, madame. Mais Claire ne recule pas. Vous pointez une arme sur un général 4 étoiles. Réfléchissez bien à ce que vous faites. René cligne des yeux, un instant de doute traversant son visage, mais il se ressaisit rapidement. Général ou pas, il était trop près du cercueil. Il murmurait quelque chose. Je fais mon travail. Émile esquisse un sourire amer. Il avait murmuré une prière, un adieu à Julien, mais pour René, un homme noir près d'un cercueil ne pouvait être qu'une menace. Vous pensez que je ne devrais pas être ici? Demande Émile, sa voix calme mais lourde de sous-entendus. Des gens comme moi, c'est ça? René ne répond pas, mais son silence est éloquent. Son regard, chargé de mépris, parle pour lui. À cet instant, une nouvelle voix s'élève. Sophie Martin, une jeune journaliste présente pour couvrir la cérémonie, sort son carnet et commence à griffonner frénétiquement. Ses lunettes glissent sur son nez, mais elle ne s'arrête pas, capturant chaque mot, chaque geste. Elle sait qu'elle assiste à un moment historique, un scandale qui pourrait ébranler les institutions. Antoine Berger, le jeune lieutenant, murmure à un camarade. Cet idiot ne sait pas à qui il s'attaque. Les autres officiers échangent des regards horrifiés. Ce n'est pas seulement un affront à Émile Laurent, c'est une insulte à l'honneur militaire, à la mémoire de Julien Moreau, à tout ce que représente cette cérémonie. Élise Moreau, la veuve, brise enfin son silence. Assez. Dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Mon mari a donné sa vie pour ce pays. Laissez-nous lui rendre hommage en paix. Ces mots, chargés de douleur, font vaciller Paul Lefebvre, qui baisse légèrement son arme, mais René reste inflexible. Émile, toujours immobile, fixe René. Sergent Dubois, dit-il lentement, articulant chaque syllabe, savez-vous sur qui vous venez de pointer votre arme? René ricane, mais son assurance vacille. Ça n'a pas d'importance. La loi, c'est la loi. Émile secoue la tête, un sourire froid étirant ses lèvres. Mauvaise réponse. À cet instant, un officier subalterne, le colonel Marie Lefort, une femme au port altier et aux médailles scintillant sur sa poitrine, s'avance. Sa voix est glaciale, autoritaire. Sergent Dubois, vous pointez une arme sur le général Émile Laurent, décoré de la Légion d'honneur, héros de 3 campagnes militaires. Baissez votre arme. Immédiatement. Les mots frappent comme une détonation. René blêmit, son arme tremble dans sa main. Pour la première fois,
il semble réaliser l'ampleur de son erreur. Les 4 étoiles sur les épaules d'Émile brillent sous la lumière terne, comme un reproche silencieux. La foule retient son souffle, attendant la suite. Émile, immobile, laisse le silence peser, ses yeux perçant René comme une lame. Ce n'est plus une confrontation. C'est un jugement. René recule d'un pas, son visage rouge de honte et de colère mêlée. Je faisais mon travail, balbutie-t-il, mais sa voix manque de conviction. Émile s'avance alors, ses bottes crissant sur le gravier à humide. Votre travail? Répète-t-il, sa voix basse et tranchante. Votre travail était de protéger cette cérémonie, de respecter la mémoire d'un soldat. Pas de pointer une arme sur moi, pas de m'humilier devant ceux que j'ai juré de protéger. René ouvre la bouche, mais aucun mot n'en sort. Sophie Martin, toujours en train d'écrire, lève les yeux, son regard brillant d'une détermination nouvelle. Elle sait que cette histoire ne s'arrêtera pas ici. Claire Dubois, les bras croisés, fixe René avec un mépris glacial. Antoine Berger murmure à un autre officier, « Il est fini ». Et dans ce moment suspendu, alors que le vent froid du Père Lachaise caresse les tombes, Émile Laurent reste debout, inébranlable, un symbole de dignité face à l'injustice. Mais la tempête ne fait que commencer. Chapitre 2, le poids de la vérité. Le silence qui enveloppe le cimetière du Père Lachaise est lourd, presque palpable, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour contempler l'outrage qui vient de se produire. Le sergent René Dubois, le visage blême, tient toujours son arme, mais ses mains tremblent désormais, trahissant d'une panique qu'il ne peut plus masquer. Face à lui, le général Émile Laurent se dresse, inébranlable, ses 4 étoiles scintillant sur ses épaules comme un reproche muet. Les mots du colonel Marie Lefort résonnent encore dans l'air glacé, vous pointez une arme sur le général Émile Laurent, décoré de la Légion d'honneur, héros de 3 campagnes militaires. René cligne des yeux, son regard passant d'Émile à la foule, cherchant désespérément un appui, une justification, mais il ne trouve que des visages figés par le choc et la colère. La major Claire Dubois, les poings serrés, fixe René avec une intensité qui pourrait faire reculer n'importe qui. Le lieutenant Antoine Berger, le jeune officier idéaliste, murmure à un camarade, il a creusé sa propre tombe. Élise Moreau, la veuve du colonel Julien Moreau, tient toujours le drapeau plié contre sa poitrine, ses larmes séchant sur ses joues, mais son regard est se maintenant dur, presque accusateur. Et dans l'ombre, Sophie Martin, la jeune journaliste, griffonne furieusement dans son carnet, consciente qu'elle tient d'entre ses mains une histoire qui pourrait ébranler la nation. René Dubois, lui, vacille sous le poids de sa propre arrogance, mais il n'est pas encore prêt à capituler. Ce moment, suspendu entre justice et déshonneur, marque le début d'une tempête qui va tout emporter sur son passage. René, la gorge sèche, tente de reprendre le contrôle. Je faisais mon travail, répète-t-il, sa voix chevrotante, mais ses mots sonnent creux, presque risibles dans ce contexte sacré. Émile Laurent, toujours immobile, le fixe à travers ses lunettes aviateurs, son regard perçant comme une lame. Votre travail? Répète-t-il, sa voix basse, mais si chargée d'autorité qu'elle semble vibrer dans l'air. Votre travail était de protéger cette cérémonie, de respecter la mémoire d'un homme qui a donné sa vie pour la France. Et au lieu de cela, vous avez choisi de m'humilier, de me traiter comme un criminel. Pourquoi? René ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. La question d'Émile, simple en apparence, est une accusation implacable. Pourquoi? Parce qu'il a vu un homme noir près du cercueil et a assumé le pire. Parce que son badge lui donnait, selon lui, le droit d'agir sans réfléchir. Parce que son préjugé était plus fort que son devoir. La foule, jusque-là silencieuse, commence à murmurer. Des officiers échangent des regards, certains indignés, d'autres incrédules. Claire Dubois s'avance, incapable de se contenir plus longtemps. Sergent Dubois, dit-elle, sa voix tranchante comme une épée, vous avez non seulement manqué de respect à un général, mais vous avez profané la mémoire de mon frère d'armes. Comment osez-vous? René tourne la tête vers elle, son visage rouge de honte et de colère mêlée. Restez en dehors de ça.
aboie-t-il, mais sa voix manque d'assurance, et Claire ne recule pas d'un pouce. À cet instant, Antoine Berger, le jeune lieutenant, fait un pas en avant, ses joues rougies par l'émotion. « Non, sergent, c'est vous qui devez vous taire, dit-il, sa voix tremblante mais ferme. Vous ne comprenez pas où vous êtes, ni ce que vous venez de faire. Cet homme, il désigne Émile, est un héros. Il a risqué sa vie pour nous tous, et vous. Vous le traitez comme un vulgaire suspect ? » Les émots d'Antoine, portés par la fougue de la jeunesse, touchant la foule. Des murmures d'approbation s'élèvent, et plusieurs soldats hochent la tête, leur visage durci par la colère. René, acculé, se tourne vers son collègue, l'agent Paul Lefebvre, cherchant d'un soutien. Mais Paul, le regard baissé, semble vouloir disparaître. Ses mains, toujours crispées autour de son arme, tremblent visiblement. Paul, dit quelque chose. Siffle René, mais Paul secoue la tête, incapable de le défendre. Sergent ? Je pense qu'on devrait, murmure-t-il, mais René l'interrompt d'un cri furieux. Tais-toi ? Cette explosion de rage ne fait qu'aggraver sa position. La foule, désormais unie contre lui, le regarde avec un mépris grandissant. Sophie Martin, toujours en train d'écrire, lève les yeux un instant, son stylo s'arrêtant brièvement. Elle sait que chaque mot prononcé ici sera relayé, disséqué, jugé par des milliers de lecteurs. Émile, sentant la tension atteindre son paroxysme, décide de reprendre la parole. Il ôte lentement ses lunettes, révélant des yeux sombres, fatigués, mais brûlant d'une détermination inflexible. « Sergent Dubois, dit-il, sa voix si calme qu'elle en devient menaçante, permettez-moi de vous raconter une histoire. L'homme que nous honorons aujourd'hui, le colonel Julien Moreau, était plus qu'un soldat. Il était mon ami. Nous avons servi ensemble dans des zones de guerre où chaque jour pouvait être le dernier. Il m'a sauvé la vie une fois, lors d'une embuscade au Mali. Et moi, je l'ai guidé, je l'ai vu devenir l'un des officiers les plus respectés de notre armée. » Sa voix se brise légèrement, une fissure dans son armure d'acier, mais il se reprend rapidement. Julien croyait en une France unie, une France où chaque homme, chaque femme, est jugé pour ses actes, pas pour sa couleur de peau. Et aujourd'hui, vous venez ici, dans ce lieu sacré, et vous bafouez tout ce pourquoi il s'est battu. Les mots d'Émile tombent comme des pierres, chaque syllabe pesant sur René, qui recule d'un pas, son arme toujours pointée, mais désormais sans conviction. Élise Moreau, jusque-là silencieuse, s'avance, le drapeau toujours serré contre elle. « Mon mari » commence-t-elle, sa voix tremblante mais portée par une force intérieure. « Mon mari m'a parlé d'Émile Laurent. Il disait que c'était l'homme le plus honorable qu'il ait jamais connu. Et vous ? Vous osez le traiter ainsi ? À son enterrement ?» Ces mots, simples mais déchirants, touchent que la foule au cœur. Plusieurs officiers baissent la tête, émus. Claire Dubois essuie discrètement une larme, tandis qu'Antoine serre les poings, prêt à défendre l'honneur de son mentor. Sophie Martin, elle, note chaque détail, son stylo courant sur le papier comme si elle craignait de manquer un seul mot. René, acculé, tente une dernière défense. Je ne savais pas qui il était. Balbutie-t-il, mais ses mots sonnent faux, désespérés. Émile secoue la tête, un sourire amer aux lèvres. Vous n'aviez pas besoin de savoir qui j'étais, dit-il. Vous aviez juste besoin de voir un homme en deuil, rendant hommage à un soldat. Cela aurait dû suffire. À cet instant, un bruit de pas précipités interrompt la scène. Deux officiers de la gendarmerie militaire, alertés par la tension croissante, émergent de la foule. Leur chef, le capitaine Luc Garnier, un homme au visage buriné par des années de service, s'avance avec une autorité tranquille. « Sergent Dubois, dit-il, sa voix ferme mais dénuée de colère, baissez votre arme.
c'est un ordre. René, désormais au bord de la panique, tourne la tête vers Garnier, puis vers Émile, puis vers la foule. Il semble enfin réaliser qu'il n'a plus d'échappatoire. Je faisais mon travail, répète-t-il, mais sa voix n'est plus qu'un murmure. Garnier secoue la tête. Non, sergent. Vous avez abusé de votre pouvoir. Et maintenant, vous allez en répondre. Sur un signe de Garnier, les deux gendarmes s'avancent, leurs menottes prêtes. René, dans un sursaut de désespoir, tente de protester. Vous ne pouvez pas faire ça? Je suis un officier de police. Mais Garnier l'interrompt d'un regard glacial. Et lui? Dit-il en désignant Émile. Est un général 4 étoiles. Vous avez menacé un supérieur, profané une cérémonie militaire et humilié un héros de la nation. Posez votre arme. Maintenant. René, les épaules voûtées, laisse enfin tomber son pistolet. L'arme heurte le sol avec un claquement métallique, comme un verdict final. Paul Lefebvre, pâle et tremblant, baisse lui aussi son arme, évitant le regard de son supérieur. Les gendarmes s'avancent, saisissant René par les bras. « Attendez !» crie-t-il, se débattant faiblement. « Ce n'est pas juste. Je ne savais pas. » Mais ses protestations sont vaines. La foule le regarde avec un mélange de dégoût et de pitié. Claire Dubois murmure à « Il ne savait pas? Il n'a jamais voulu savoir. » Antoine Berger, les yeux brillants, se tourne vers Émile, comme pour chercher son approbation. Élise, elle, retourne près du cercueil, ses doigts caressant le drapeau, comme si elle cherchait du réconfort dans ce symbole de l'honneur de son mari. Sophie Martin, enfin, range son carnet et sort son téléphone, composant le numéro de sa rédactrice en chef. « Vous ne croirez pas ce que je viens de voir » murmure-t-elle, sa voix tremblante d'excitation. Alors que les gendarmes entraînent René vers leur véhicule, la foule commence à se disperser, mais l'atmosphère reste lourde. Émile, toujours debout, remet ses lunettes et fixe le cercueil de Julien. « Reprenons, » dit-il simplement, sa voix ferme mais teintée de tristesse. Les soldats se redressent, l'honneur de la garde reprend sa place, et le clairon s'élève à nouveau, ses notes mélancoliques flottant dans l'air. Mais au-delà du cimetière, l'histoire de René Dubois commence à se répandre. Sophie Martin, dans son article publié le soir même dans Le Figaro, titre « Scandale au Père-Lachaise, un général humilié par un policier aveuglé par le préjugé ». Des mots, simples mais puissants, enflamment les réseaux sociaux, déclenchant un débat national sur le racisme, l'autorité et l'honneur. René, assis dans une cellule froide, entend les échos de sa chute, conscient que son badge, autrefois source de fierté, ne sera plus jamais le même. Mais pour Émile Laurent, la bataille est loin d'être terminée. Il sait que justice ne se rend pas en un jour, et que le véritable combat, celui pour la dignité et l'égalité, ne fait que commencer. Le cimetière du Père-Lachaise, encore enveloppé dans une brume légère, semble porter le poids des événements qui viennent de se dérouler. Le cercueil du colonel Julien Moreau, drapé du drapeau tricolore, repose désormais en paix, mais l'écho de l'affront subi par le général Émile Laurent résonne encore dans les cœurs des témoins. Alors que les dernières notes du clairon s'évanouissent dans l'air, Émile, droit et impassible, ajuste son uniforme, ses 4 étoiles scintillant sous la lumière pâle. Il n'a pas scellé face à l'humiliation, face à l'arme pointée sur lui par le sergent René Dubois, un homme désormais menotté et emmené par la gendarmerie militaire. Mais pour Émile, cet instant n'est pas une victoire personnelle. C'est un rappel douloureux que l'honneur, qu'il a défendu toute sa vie sur les champs de bataille, doit encore être protégé ici, sur le sol français, contre l'ignorance et le préjugé. La foule, encore sous le choc, commence à se disperser, mais les murmures persistent, portés par une colère contenue et une admiration pour la dignité d'Émile. La major Claire Dubois, le lieutenant Antoine Berger, la veuve Élise Moreau, et la journaliste Sophie Martin, tous ont été transformés par ce qu'ils ont vu. Et tandis que le vent froid caresse les tombes anciennes, une question flotte dans l'air. Que se passe-t-il maintenant? La réponse, comme Émile le sait,
ne viendra pas d'un cri de triomphe, mais d'une marche silencieuse vers la justice. Émile s'approche du cercueil, ses bottes crissant sur le gravier. Il pose une main sur le bois verni, murmurant une prière silencieuse pour Julien, son frère d'armes. Élise Moreau, toujours agrippée au drapeau plié, lève les yeux vers lui. « Merci » murmure-t-elle, sa voix brisée mais empreinte de gratitude. Merci de ne pas avoir laissé cet homme voler ce moment à Julien. Émile hoche la tête, ses lèvres serrées. Ce n'était pas pour moi, Élise, répond-il doucement. C'était pour lui. Pour tout ce qu'il représentait. Claire Dubois s'approche, son visage dur mais ses yeux brillants d'une émotion contenue. Général, ce que vous avez fait aujourd'hui. Elle s'arrête, cherchant ses mots. Vous avez montré à tout le monde ce que signifie l'honneur. Émile esquisse un sourire fatigué. L'honneur. Claire, ne se montre pas. Il se vit. Antoine Berger, toujours à quelques pas, écoute en silence, ses poings serrés, comme s'il puisait dans cet instant une force nouvelle pour sa propre carrière. Sophie Martin, elle, est déjà au téléphone avec sa rédactrice en chef, sa voix vibrante d'urgence. Cet article va changer les choses, dit-elle, ses doigts pianotant sur son carnet. Les gens doivent le savoir. Dehors, au-delà des grilles du cimetière, René Dubois s'est assis à l'arrière d'un fourgon de la gendarmerie, ses poignets entravés par des menottes. Son visage, autrefois marqué par l'arrogance, est maintenant pâle, ses yeux fixant le vide. Il murmure pour lui-même, « Je faisais juste mon travail. » Mais les mots sonnent creux, même à ses propres oreilles. Le capitaine Luc Garnier, qui supervise son arrestation, secoue la tête. « Votre travail, sergent, était de protéger, pas de détruire. » dit-il froidement avant de fermer la portière. Le moteur du fourgon démarre, et René est emmené, son monde s'effondrant sous le poids de ses propres actions. Mais au Père-Lachaise, la cérémonie reprend, comme si l'univers lui-même refusait de laisser l'injustice avoir le dernier mot. Les soldats se redressent, la garde d'honneur reprend sa place, et le clairon joue à nouveau, ses notes lentes et solennelles emplissant l'air. Émile se tient au garde-à-vous, ses yeux fixés sur le cercueil, refusant de laisser l'ombre de René ternir ce moment. Lorsque la cérémonie s'achève, Élise reçoit le drapeau plié des mains d'un officier, ses doigts caressant le tissu avec une tendresse infinie. Elle regarde Émile une dernière fois, un regard qui dit tout, la douleur, la fierté, la gratitude. Les jours qui suivent sont marqués par une tempête médiatique. L'article de Sophie Martin, publié dans Le Figaro, sous le titre « Scandale et au Père-Lachaise, un général humilié par un policier aveuglé par le préjugé », devient viral. Les réseaux sociaux s'enflamment, les hashtags « Justice » pour Laurent et honneur militaire dominent les discussions. Des citoyens ordinaires, des vétérans, des politiciens, tous réagissent. À Paris, une manifestation spontanée éclate devant le ministère de l'Intérieur, demandant des réformes dans la formation des forces de l'ordre. À l'Assemblée nationale, un député courageux, Pierre Vasseur, prend la parole pour exiger une enquête nationale sur les abus de pouvoir et les discriminations dans les institutions publiques. Ce qui s'est passé au Père-Lachaise n'est pas un incident isolé, déclare-t-il, sa voix résonnant dans l'hémicycle. C'est le symptôme d'un mal plus profond, et nous devons y mettre fin. Émile, qui regarde le discours à la télévision depuis son bureau au ministère de la Défense, reste silencieux. Il n'a jamais cherché la gloire, mais il sait que cet incident, aussi douloureux soit-il, a ouvert une porte. Une porte vers le changement. Pendant ce temps, René Dubois, désormais suspendu et sous le coup d'une enquête criminelle, attend son procès dans une cellule austère. Les charges contre lui sont lourdes. Abus de pouvoir, menace avec arme contre un officier supérieur, atteinte à l'honneur militaire. Son badge, autrefois symbole de son autorité, lui a été retiré, et son nom est devenu synonyme de honte. Dans les cercles de la police, on parle de lui comme d'un avertissement, une leçon sur ce qui arrive lorsque le pouvoir est mal utilisé. Paul Lefebvre, son ancien collègue, coopère avec les enquêteurs, racontant avec réticence comment René l'a poussé à agir sans réfléchir.
obéi d'étayer Koto qui s'accrosit. Tellement sûr de lui, murmure Paul lors de son interrogatoire, la tête basse. Je n'ai pas eu le courage de l'arrêter. Mais pour Émile, René n'est qu'un symptôme, pas la cause. Le vrai combat, il le sait, est contre un système qui permet à des hommes comme René de prospérer. Quelques semaines plus tard, Émile est invité à s'exprimer dans une académie militaire près de Saint-Cyr. La salle se remplit de jeunes cadets, des visages pleins d'espoir et d'ambition, mais aussi d'incertitude. Parmi eux se trouve Antoine Berger, qui a insisté pour assister à l'événement, ses yeux brillants d'admiration. Claire Dubois est, là aussi, récemment promue au grade de lieutenant-colonel pour son courage et son leadership. Sophie Martin, désormais reconnue pour son article, est assise au fond, son carnet à la main, prête à capturer chaque mot. Émile monte sur l'estrade, son uniforme impeccable, mais il ne parle pas en tant que général. Il parle en tant qu'homme. Il y a peu de temps, commence-t-il, sa voix grave emplissant la salle, j'ai été humilié lors de l'enterrement d'un ami. Pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que quelqu'un a vu ma peau et a décidé que je n'avais pas ma place. La salle est silencieuse, suspendue à ces paroles. Mais je n'ai pas répondu par la colère. Parce que la dignité, mes amis, n'est pas une faiblesse. C'est une arme. Et le silence, quand il est choisi, peut être plus fort que n'importe quel cri. Un jeune cadet lève la main, sa voix hésitante. Monsieur, comment avez-vous fait pour ne pas perdre votre sang-froid ce jour-là? Émile sourit légèrement, un sourire teinté de fatigue et de sagesse. Décès, parce que perdre mon sang-froid aurait donné à cet homme ce qu'il voulait, du pouvoir sur moi. Et je ne donne ce pouvoir à personne. Les cadets hochent la tête, certains prenant des notes, d'autres échangeant des regards inspirés. Antoine, au premier rang, murmure à un camarade, c'est pour ça que je veux être comme lui. Claire, assise à côté, esquisse un sourire fier. Sophie, au fond, note les mots d'Émile avec soin, consciente qu'ils résonneront bien au-delà de cette salle. À la fin de son discours, Émile reçoit une ovation debout, mais il ne s'attarde pas. Il salue brièvement et quitte la scène, laissant derrière lui une salle transformée. Pendant ce temps, le ministère de la Défense annonce une initiative majeure. Les protocoles d'honneur, un programme conçu pour prévenir le profilage racial et les abus de pouvoir au sein des forces armées et de la police. Des formations obligatoires sur l'égalité et l'éthique sont mises en place, et un nouveau code d'honneur est introduit, avec une phrase simple mais puissante, le respect ne s'accorde pas à un uniforme, mais à l'humain qui le porte. Ces changements, bien que modestes, sont un pas vers un avenir meilleur, et Émile, bien qu'il n'ait jamais cherché à être un symbole, devient une figure centrale de ce mouvement. Sophie Martin, dans un nouvel article, écrit « Le général Laurent n'a pas seulement défendu son honneur. Il a défendu celui de toute une nation. » Ces mots touchent des millions de lecteurs, et bientôt, une proposition de loi, baptisée « Loi de la dignité militaire », est déposée à l'Assemblée nationale, visant à protéger les militaires contre le profilage et les discriminations. Des mois plus tard, Émile se tient à nouveau au Père-Lachaise, seul cette fois, devant la tombe de Julien Moreau. Le ciel est toujours gris, mais l'air semble plus léger, comme si le poids de ce jour fatidique s'était allégé. Il pose une main sur la pierre tombale, murmurant « On continue, mon ami, pour toi, pour nous tous. » Il sait que le combat n'est pas fini. Il y aura d'autres René Dubois, d'autres injustices. Mais il sait aussi que chaque pas, chaque parole, chaque acte de dignité compte. Derrière lui, Claire Dubois est promue à un poste de commandement, déterminée à honorer l'héritage de Julien et d'Émile. Antoine Berger, inspiré, s'engage dans des initiatives contre les discriminations dans l'armée. Sophie Martin, désormais une voix respectée, continue de raconter des histoires de justice et de courage. Et René Dubois, seul dans une cellule, attend un procès qui marquera la fin de sa carrière et de sa liberté. Son nom, autrefois insignifiant, est maintenant un avertissement, une leçon sur le coup de l'arrogance et du préjugé. Émile ajuste son képi et s'éloigne de la tombe, ses pas fermes mais silencieux. La victoire, il le sait, n'est pas dans le bruit, mais dans la constance. Dans les pas qu'il continue de faire, dans les vies qu'il inspire,
dans la France qu'il espère voir un jour libérée de l'ombre de l'injustice. Et quelque part, dans le silence du père Lachaise, l'esprit de Julien Moreau semble approuver. L'histoire de l'honneur brisé, déroulée dans le cadre solennel du cimetière du père Lachaise, est bien plus qu'un simple récit de confrontation. Elle incarne une réflexion profonde sur la dignité humaine, le courage face à l'injustice et la responsabilité de chacun dans la construction d'une société plus équitable. À travers le personnage du général Émile Laurent, un homme de couleur confronté à l'humiliation publique par un sergent aveuglé par le préjugé, cette histoire touche une corde sensible dans la culture française, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont au cœur de l'identité nationale. Mais au-delà de l'émotion brute, elle nous invite à méditer sur des leçons universelles, applicables à notre quotidien, et à agir pour défendre ces idéaux. Le premier enseignement tiré de cette histoire est la puissance de la dignité face à l'adversité. Émile Laurent, face à l'arme pointée sur lui, choisit de répondre par le calme et la retenue, non par faiblesse, mais par une force intérieure indéfectible. Dans la culture française, où l'honneur et la maîtrise de soi sont des vertus admirées, cette attitude résonne comme un modèle. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des injustices, qu'elles soient grandes ou petites, un commentaire blessant, une discrimination subtile, une injustice au travail. La leçon ici est claire. La colère peut être tentante, mais c'est dans la dignité que nous affirmons notre valeur. Comme Émile, nous pouvons choisir de ne pas laisser les autres définir qui nous sommes, même dans les moments les plus difficiles. Un autre aspect marquant est l'importance de la solidarité. Les personnages secondaires, Claire Dubois, Antoine Berger, Élise Moreau, et même Sophie Martin, jouaient un rôle crucial en soutenant Émile, chacun à leur manière. Claire défend son général avec courage, Antoine incarne l'espoir de la jeune génération, Élise protège la mémoire de son mari, et Sophie amplifie la vérité à travers ses mots. Cette solidarité reflète une valeur profondément ancrée dans la société française. L'idée que la justice n'est pas seulement une affaire individuelle, mais une responsabilité collective. Dans notre quotidien, cela nous rappelle de ne pas rester silencieux face à l'injustice. Que ce soit en soutenant un collègue discriminé, en dénonçant une injustice dans notre communauté ou en amplifiant les voix des opprimés, chaque geste compte. La fraternité, si chère à la France, se construit dans ces moments où nous choisissons de nous lever pour les autres. Enfin, l'histoire met en lumière le pouvoir transformateur de la vérité. L'article de Sophie Martin, relayant l'incident au-delà des murs du cimetière, déclenche un mouvement national pour la réforme et la justice. Cela nous enseigne que le changement commence souvent par un seul acte de courage, amplifié par la volonté de faire entendre la vérité. Dans notre monde moderne, où les réseaux sociaux et les médias jouent un rôle clé, nous avons tous le pouvoir de faire résonner les histoires qui comptent. Partager une idée, défendre une cause, ou simplement écouter ceux qui sont marginalisés peut avoir un impact bien au-delà de ce que nous imaginons. Comme Sophie, nous devons oser utiliser notre voix pour éclairer les injustices et d'inspirer le changement. Ces leçons, dignité, solidarité, vérité, ne sont pas abstraites. Elles s'appliquent à nos interactions quotidiennes, qu'il s'agisse de défendre un ami, de remettre en question nos propres préjugés ou de prendre position dans une conversation difficile. En France, où l'histoire est marquée par des luttes pour la justice sociale, de la Révolution à mai 68, ces valeurs résonnent avec force. Émile Laurent nous rappelle que le véritable honneur ne réside pas dans les médailles ou les titres, mais dans la manière dont nous affrontons l'adversité et défendons ce qui est juste. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir sur la dignité et la justice, alors agissez. Cliquez sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent ce message puissant, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits de courage et d'honneur. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées, que vous a appris cette histoire. Ensemble, faisons entendre la voix de la justice et de la fraternité.